Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'avais fait un cours de 50 minutes sur les bases de PHP, mais malheureusement, ça n'avait pas capturé l'écran, donc je suis obligé de refaire le cours en entier. J'ai pas compris d'où venait le bug. J'espère que ça va pas m'arriver souvent parce que c'est assez démoralisant, un truc pareil. En tout cas, on y va. On commence le cours de débutant pour PHP. Je recommence depuis zéro. C'est pas facile, mais on va essayer d'y arriver. J'espère que ça va pas trop vous chagriner pour moi. En tout cas, voilà. Alors, prenons comme exemple. D'ailleurs, je vais prendre mes lunettes. Alors, voici le prompt que j'ai demandé à ChatGPT aux 3 milliards. Peux-tu me donner plein de petits exemples d'instructions PHP diverses et variées que je puisse les commenter auprès de mon public qui suit ma chaîne Codée avec ChatGPT? Merci. Voici une sélection d'exemples PHP courts et variés que tu pourras commenter pour ta chaîne. Ils couvrent différentes fonctionnalités du langage et te permettront d'illustrer divers concepts à ton audience. Alors, affichage d'une variable. Alors, retenez bien cette expression inférieure point d'interrogation PHP qui veut dire le début d'une déclaration de code PHP. Et point d'interrogation supérieur, qui veut dire la fin de déclaration de code PHP. À chaque fois, vous verrez ça dans tous les exemples. Regardez, ici, ici, etc., etc. Dans tous les exemples, il y aura ces balises de début et de fin. Donc, je ne répéterai pas, mais il faut vraiment bien que vous mémorisiez ça. Inférieur, point d'interrogation PHP pour commencer la balise et point d'interrogation supérieur pour fermer la balise. Ensuite, toutes les instructions sont séparées par les points-virgules et voilà, et les variables ont des $. Donc, la variable message égale la chaîne de caractères bonjour le monde. Alors, chaîne de caractères, pourquoi? Parce qu'elle est guillemets. Ça aurait pu être des apostrophes, c'est pareil. Apostrophe ou guillemets, c'est la même chose, ça veut dire chaîne de caractères. Et pourquoi une chaîne de caractères? Parce que chaque caractère qui décompose la chaîne forme une chaîne de caractères dans leur totalité. Voilà. Donc, quand on fait message égale chaîne de caractères bonjour le monde, point virgule, eh bien, la valeur de, de la variable message, ça me fait toucher parce que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure et là, je reparle. Ça n'a pas de facile de le parler, mais j'espère que je vais y arriver. Donc, on y va. Et écho message, ça affiche le contenu de la variable message, c'est-à-dire $message. Et cette variable message prenait la valeur de la chaîne de caractères bonjour le monde, donc ça affiche bonjour le monde. Explication, on déclare la variable message et on l'affiche avec écho. Voilà. Structure conditionnelle if-else. Alors, pour l'interrogation PHP, nombre égale 10. Si nombre supérieur à 5, écho le nombre supérieur à 5. Else, écho le nombre supérieur égal à 5. Donc là, évidemment, comme le nombre est égal à 10, ici, eh bien, ça va renvoyer le nombre supérieur à 5. Alors, retenez bien la syntaxe. If, entre parenthèses, nombre supérieur à 5, fermez la parenthèse. C'est une expression booléenne, ça veut dire, parce que ça renvoie true ou false, vrai ou faux, en fait. True, ça veut dire vrai. False, ça veut dire faux. Une expression booléenne, c'est une inéquation, par exemple, supérieure à 5 ou inférieure ou égale à 5. Voilà. Et ça, c'est une expression booléenne qui veut dire vrai ou faux. Si ça, c'est vrai, alors on ouvre le bloc accolade et on ferme l'accolade. Et à l'intérieur du bloc accolade, fermé, accolade, on fait écho le nombre supérieur à 5, point virgule. Donc c'est comme ça la syntaxe, il faut bien la retenir. Ensuite, le else, il va après la fin du premier bloc. Else, ça veut dire sinon, ou alors ça veut dire autre en anglais. Mais moi, je préfère dire sinon, c'est plus clair. Donc else, et on ouvre le bloc, et on ferme le bloc, et à l'intérieur du bloc, on écrit écho le nombre inférieur ou égal à 5. Comme ça, ça marche et ça fait ce qu'il faut. Explication, ce code teste sinon est supérieur à 5 et affiche un message différent selon le résultat. Boucle for. Alors, qu'est-ce qu'une boucle for? Une boucle for, ça permet de parcourir une variable de 1 jusqu'à la fin de la valeur, jusqu'à ce que l'inéquation soit false. Donc, tant que l'inéquation n'est pas à false, eh bien, ça rentre dans la boucle et ça écrit le nombre. Par exemple, là, ça va écrire nombre de points
1, nombre de point 2, nombre de point 3, nombre de point 4, nombre de point 5. Pourquoi ça va faire ça? Parce que le point, ça veut dire concaténer. La concaténation, c'est quand on ajoute à la droite d'une chaîne de caractères quelque chose. Donc là, nombre de points, espace, guillemets, ça fait une chaîne de caractères comme ça, nombre de points. Donc ça va renvoyer nombre de points, espace. Ensuite, si on met une concaténation ici avec le point, là, ça va renvoyer la valeur de la variable. C'est-à-dire, à la première boucle, ça va renvoyer 1. À la deuxième boucle, 2, 3, 4, 5. Tant que c'est inférieur ou égal à 5, ça augmente de plus. Donc, quand la variable i fait 5, if devient 6 à un moment donné. Mais quand la valeur fait 6, ça ne rentre pas dans la boucle parce qu'on a dit qu'il fallait que ce soit inférieur ou égal à 5. C'est pour ça que le i, il augmente de 1 avec i++. I++ en PHP, ça veut dire i augmente de 1. Si i fait 3 et qu'on fait i++, i va faire 4. Voilà. Donc ça veut dire ça. Et quand i égale 1, c'est-à-dire qu'on initialise à 1. Donc à chaque fois, on regarde si c'est inférieur ou égal à 5. Alors on ajoute de 1 à i. On ajoute plus 1 à i. Donc ça fait la boucle for de 1 à 5. Et dès que la variable i fait 6, parce qu'elle s'est ajoutée de 1 par rapport à 5, eh bien, elle ne rentre plus dans la boucle parce qu'elle n'est plus inférieure ou égale à 5. Et du coup, ça n'écrit plus nombre égal 6. C'est pour ça que ça écrit nombre égal 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La boucle for incrémente la variable i et affiche une ligne pour chaque valeur de 1 à 5. Voilà. Boucle for each sur un tableau. Alors, qu'est-ce que ça fait? Un tableau de fruits au pluriel égale entre crochets, fermer le crochet, ça veut dire que c'est une variable tableau. Quand on fait un crochet, ça veut dire que c'est un tableau. Qu'est-ce qu'un tableau? C'est un contenu avec plusieurs valeurs. Par exemple, la chaîne de caractères pomme, la chaîne de caractères banane, la chaîne de caractères cerise. Ça aurait très bien pu être des nombres, hein. Ça aurait pu être entre guillemets pomme, 3, entre guillemets cerise. Ça aurait été la même chose. Simplement, ça aurait été des valeurs différentes, des variables de types différents. Au lieu que ce soit de la chaîne de caractères, là, au milieu, ça aurait été par exemple un nombre. Par exemple. Voilà. Ça, en PHP, on peut parfaitement le faire, il n'y a pas de problème. Quand on fait un for each, ça fait une boucle for sur tous les fruits. Et ensuite, as fruit, ça veut dire que on décante tous les fruits pour chaque fruit. Donc, ils ont utilisé fruit, on aurait très bien pu utiliser x ou y ou t hein, comme variable ici, là. Simplement, c'est un décantement de tous les fruits, donc autant l'appeler fruit au singulier. C'est plus simple à comprendre. Du coup, on fait écho fruit, point fruit, donc le fruit en cours de la boucle for. Donc du coup, ça va parcourir tous les fruits, ça va afficher pomme, banane, cerise, fruit égale pomme, fruit égale banane, fruit égale cerise, et BR, ça veut dire que ça saute à la ligne. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit ici, là, BR, ça saute à la ligne. Quand on écrit concaténation à BR, ben, ça saute à la ligne, chaque nombre, ça fait nombre 1, saute à la ligne, nombre de point 2, sur la ligne, nombre de point 3, sur la ligne, etc. Là, ça fait fruit de point pomme sur la ligne, fruit de point banane, sur la ligne, fruit de point cerise sur la ligne. La boucle for each parcourt le tableau fruit et affiche chaque fruit. Voilà. Définition et appel d'une fonction. Alors, la fonction dire bonjour, entre parenthèses non, retourne la valeur bonjour concaténée à non, concaténée à point d'exclamation. Ça veut dire que si on envoie non comme paramètre dans la fonction dire bonjour, ça va retourner une chaîne de caractères avec bonjour, non, point d'exclamation. Et non, c'est la valeur de la variable. Donc si on met dire bonjour Alice, ça va mettre Alice comme paramètre dans la fonction dire bonjour. Et donc ça va écrire bonjour Alice ici. Et ça va renvoyer écho pour afficher la variable chaîne de caractères qui est ici. Bonjour Alice. Du coup, ça écrit bonjour Alice. On écrit dire bonjour Alice. Donc, dire bonjour Alice, c'est une fonction qui renvoie bonjour Alice, la variable, mais écho de dire ça l'affiche à l'écran. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est comme là, le écho fruit, ça affiche les fruits, et le écho nombre, ça affiche les nombres. C'est un truc à savoir. Écho, c'est pour afficher.
Explication, la fonction dire bonjour prend un paramètre et retourne un message de bienvenue. Bon, lui, il résume beaucoup, mais voilà, c'est pas grave. Gestion des exceptions avec try-catch. Alors, try-catch, ça permet de gérer des exceptions. Par exemple, quand il y a des erreurs sur un fichier PHP, eh bien, ça gère toutes les exceptions. Donc, on fait try, on ouvre le bloc, on ferme le bloc ici, on fait catch, exception E, on écrit erreur et E de point get message, ça veut dire que ça obtient le message de l'exception de l'erreur. C'est tout ce que ça fait. C'est aussi simple que ça. Et quand on fait throw new exception, ça veut dire que ça fait une nouvelle exception quand il y a une erreur. Par exemple, si le fichier n'existe pas, si point d'exclamation ça veut dire not, et file existe, ça veut dire fichier existe. Donc not file existe, ça veut dire le fichier n'existe pas, mon fichier existe, alors le fichier n'existe pas. Throw exception, ça veut dire que ça va afficher le message d'erreur, le fichier n'existe pas. Et quand on fait try de catch, ben try, ça fait tous les tests pour regarder s'il y a des exceptions, s'il y a des erreurs. Et à la fin, catch exception E, ça capture l'exception E et ça écrit l'erreur et ça écrit le nom de l'erreur en cours. Donc, si vous aviez eu d'autres exceptions, par exemple un non-fichier 2.txt et vous aviez fait exception, le fichier 2 n'existe pas, et là le fichier 1 n'existe pas, par exemple, eh bien, si le fichier 2 n'avait pas existé, ça aurait renvoyé erreur, le fichier 2 n'existe pas. Voilà. Donc, en fait, ça regarde, c'est des exceptions, et quand il y a une exception, eh bien, ça quitte tout, et ça regarde l'exception en cours, et ça l'écrit dans l'écho. Donc, dès qu'il y a une erreur, en gros, ça renvoie l'erreur. Voilà. Le bloc try-catch permet de gérer les erreurs en interceptant une exception si le fichier n'existe pas. Voilà. Donc, dès qu'il voit une erreur, il intercepte l'exception et ensuite il l'écrit parce qu'il a fait un catch ici, il a récupéré le nom d'erreur, etc. C'est une formulation un peu compliquée pour dire que dès qu'il y a une erreur, en gros, ça quitte et ça gère l'erreur, quoi. Voilà. Déclaration d'une classe et instanciation d'un objet. Alors, les classes, ce sont des variables qui contiennent des objets et des fonctions. Par exemple, classe voiture, accolade, fermer l'accolade, c'est pour déclarer la classe voiture. Public marque, c'est pour faire une variable marque dans public. Mais ça, c'est une variable marque publique de la classe voiture. Mais la fonction construct de marque, ça veut dire que quand on instancie la classe voiture, ça veut dire qu'on fait new voiture Toyota. Et bien là, dans le construct, ça récupère la marque et ça la met en tant qu'objet marque dans la voiture, dans la classe voiture. Donc quand on instancie une voiture, en gros, ça fait un objet voiture Toyota de marque Toyota et la publique fonction afficher marque, ça veut dire que ça va afficher la marque de la voiture est 10 trait d'union supérieur marque. Ça va afficher l'objet marque de la voiture. Voilà. Donc si on écrit écho ma voiture trait d'union supérieur afficher marque, eh bien, ça va directement afficher la marque de la voiture est Toyota. Voilà. Et si on écrit écho ma voiture trait d'union supérieur marque, ça va afficher juste Toyota. Voilà. J'espère que vous avez compris. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ça permet d'instancer des classes. Donc si par exemple vous vouliez instancier, je sais pas, 10 voitures, il faudrait faire une boucle for i égale 1, i inférieur égale à 10, i++, ouvrir l'accolade, fermer l'accolade, et entre les deux accolades, vous marquez new voiture, entre parenthèses Toyota, de ma voiture, entre crochets, i. Voilà. C'est tout. J'aurais pu vous l'écrire sur un code PHP, mais pour l'instant, je suis encore débutant, j'arrive pas trop à faire ça, mais voilà. Mais je peux vous montrer, hein. Par exemple, comment dire, là, il y a ça. Je vais vous montrer avec un sublime texte. Je sais pas si je vais y arriver. Mais si par exemple on fait ça, là, on enregistre ça dans exemple.php, qu'on le met dans le bureau, et là on fait
PHP. Ma voiture est une voiture Toyota. Pour l'exemple tout à l'heure, quand la classe est instanciée, quand la classe existe déjà, ben là, ça marche. Si la classe existe déjà, bien sûr. Là, on considère que la classe existe précédemment. Par exemple, je sais pas, si on fait include classe.php et qu'on suppose que dans la classe.php, on a instancié la classe, eh bien, quand on fait une nouvelle voiture Toyota dans ma voiture, ça marche. Ça va faire une nouvelle voiture de marque Toyota. Mais si on fait, par exemple, for i égale 1, i inférieur ou égal à 10, i plus, qu'on ouvre la collade, qu'on ferme la collade, et qu'ensuite, ici, on écrit ma voiture, entre crochets i, égale new voiture de Toyota, ben là, vous voyez très bien qu'au lieu de faire ça, que là, on écrit ma voiture égale, avec un majuscule ici, égale array. Ben, si on fait ça, array, ça veut dire tableau en PHP. Donc, si on fait ça, ça veut dire qu'il y aura 10 voitures qui seront instanciées avec la marque Toyota. Comme ça, on peut faire des jeux vidéo et tout. Enfin, c'est intéressant après. Après, on peut faire des marques, on peut faire. On aurait pu même faire ça, Toyota, virgule noir, pour dire que la couleur est noire. Et supposons que la classe voiture, là, on la copie et qu'on la colle ici. Voilà. Et que là, on fait construct marque, virgule couleur. Voilà. Et on fait ça. Couleur égale couleur. Que là, on fait public. Couleur. La marque de la voiture est 10.marque. Je vous montre un exemple, en fait. Là, on concatène et la couleur est .couleur. Voilà. Si on fait ça, ça aurait marqué la marque de la voiture est Toyota et la couleur est noire. Donc là, on fait 10 couleurs, on fait 10 voitures noires de marque Toyota. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, ça marche comme ça, les classes. Voilà. Donc vous voyez, c'est Sublime Text, c'est l'éditeur que j'utilise. Il marche sur PC et sur Mac, et peut-être même sur Linux, je ne suis pas au courant. En tout cas, Sublime Text, c'est un éditeur qui est génial parce que regardez, il met des belles couleurs en programmation et on comprend très bien ce qu'on fait. Et voilà, on n'est pas perdu, quoi. C'est pas un texte tout noir ou tout blanc. Voilà, c'est un texte coloré, un peu comme là, comme ChatGPT de colorer le texte. Voilà. Donc cet exemple montre comment créer une classe voiture, définir un constructeur et une méthode, puis créer un objet et l'utiliser. Voilà. Inclusion de fichiers. Include Ricard. Alors ça, c'est facile. Je viens de vous montrer tout à l'heure, quand j'ai fait ça, là. Je vais vous montrer. J'ai fait include class. Voilà, quand j'avais fait mes 10 voitures Toyota de 100 marques. J'ai fait include class. Même si j'avais fait... Mais là, vous savez, classe.php, il n'existe pas. Mais si je fais include class, là, ça va planter parce qu'il n'y aura pas la classe voiture. Mais ça va pas planter ici. Ça va planter ici. Il n'y a pas la classe voiture. Et quand je fais une new voiture, comme la classe voiture n'a pas été définie, ça aurait pas marché. Mais par contre, ici, là, ça va pas planter. Mais si je fais require de classe.php, ça aurait également pris la valeur de classe.php si le contenu existait. Mais si classe.php n'existe pas, require de classe.php ça aurait bugué. Ça aurait renvoyé un bug. Donc directement là, il y aurait eu un bug. Sauf si on avait créé classe.php, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de bug. Voilà. Donc c'est ce qu'il vous dit là. Include et require permettent d'intégrer des fichiers externes. La différence principale est que require génère une erreur fatale si le fichier est absent. Alors que include, ça fait comme s'il n'y avait rien quand le fichier est absent. Voilà. Affichage de la date actuelle. Alors nous sommes le date D/M/Y. D, ça veut dire
day, M ça veut dire month, et Y ça veut dire année. Y majuscule, ça veut dire que c'est 1981 ou 2025, alors que Y minuscule, je crois que ça veut dire juste 25 ou juste 81. Et je crois qu'il y a moins de données dans le petit Y que dans le grand Y. Grand Y, ça renvoie l'année de manière entière, quoi. Voilà. C'est pas compliqué, il suffit de connaître le format. Si vous savez pas le format de la date, vous demandez à ChatGPT, il vous le donnera tout de suite. Ça, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. C'est pas très grave. Tableau associatif. Alors, tableau associatif, c'est intéressant. Ça ressemble un peu aux classes, sauf que c'est plus simple. En fait, dans un tableau associatif, il y a plusieurs clés et plusieurs valeurs par clé. Par exemple, la clé nom, elle a la valeur Dupont, la clé prénom, elle a la valeur Jean, et la clé âge, elle a la valeur 30. Et quand on affiche en bas, une fois qu'on a déclaré la variable dans le tableau associatif personne, quand on met personne et qu'on met la clé nom, la clé de nom entre crochets, eh bien, ça renvoie Dupont. Et si on met personne, personne entre crochets prénom, la clé prénom, ça va renvoyer Jean. Ensuite, si on met personne entre crochets âge, la clé âge, ça va renvoyer 30. Donc là, écho nom de point Dupont, prénom de point Jean, âge de point 30. C'est ce qui va renvoyer. Et point virgule à la fin, c'est une instruction. Chaque instruction, ça termine par point virgule en PHP. C'est un truc à savoir. Explication. On utilise un tableau associatif pour stocker et accéder aux données d'une personne par des clés explicites. Voilà, ça s'appelle les clés. Manipulation de chaînes, strlen et subster. Alors, ça, c'est très facile. Une chaîne de caractères message codée à ChatGPT, comme le nom de ma chaîne. ChatGPT est intéressant, il utilise le nom de ma chaîne pour donner des exemples, c'est marrant. Longueur du message, strlen de message. Donc, c'est pas compliqué. Pour avoir la longueur d'une chaîne de caractères, il suffit de marquer strlen. Si la longueur de la chaîne fait, par exemple, 3 caractères, ben, ça va renvoyer 3. Si elle fait 12, ça va renvoyer 12, etc., etc. BR, ça fait un saut à la ligne. Donc, longueur du message, 2 points, là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je crois que ça va faire 19, la longueur du message, ou 20, j'ai peut-être pas mal compté. Extrait. Donc là, l'extrait, substr, c'est pour prendre une sous-chaîne d'une chaîne. Donc, quand on met substr de message 6,4, ça prend à l'index 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va prendre le A de avec. Parce qu'en fait, le 0, c'est la première lettre. Donc, 0, c'est C. O, c'est 2. 3, c'est D. 4, c'est E. R, c'est 5. Espace, c'est 6. Attendez, je recommence. C, c'est O. O, c'est 1. D, c'est 2. E, c'est 3. R, c'est 4. Espace, c'est 5. Et A, c'est 6. Donc, avec, ça commence par 6. Et ça fait la longueur 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Donc là, 4, c'est bien la longueur à partir de 0. Donc, ça fait 4. Il y a bien 4 caractères ici. Voilà. C'est pas 3 qu'il faut mettre, c'est 4. Donc, c'est le nombre de caractères qu'il y a une fois qu'on a commencé l'index dans la chaîne de caractères. Voilà. Et ça va donc renvoyer avec. Donc, explication, strlen donne la longueur de la chaîne et substr permet d'extraire une sous-chaîne. Voilà. Si vous voulez extraire des sous-chaînes, quand vous faites de la programmation PHP, ben, vous faites comme ça. Ensuite, expression régulière avec pragmatch. Alors, ChatGPT, c'est un expert des expressions régulières. Donc, si vous avez des expressions régulières à faire, une expression régulière, ça permet d'identifier certaines chaînes de caractères, par exemple des URL, des emails, plein de choses comme ça, pour détecter la structure d'une chaîne de caractères, par exemple, sa façon dont elle est agencée, à quoi elle ressemble. Par exemple, elle ressemble à un truc compliqué ou simple, ça dépend. Là, par exemple, c'est un truc qui contient uniquement des lettres. Alors, ça commence par un slash, ça termine par un slash, une expression régulière, un pattern. Un pattern d'une expression régulière, ça commence par un slash, ça termine par un slash. Et ça commence par un instant circonflexe, ça se termine par un $. Voilà. Et plus, ça veut dire un ou beaucoup plus.
Plus, ça veut dire un ou beaucoup plus. Donc, A, trait d'union Z, ça veut dire une lettre minuscule ou une lettre majuscule. A, trait d'union Z. Ça prend une lettre minuscule et une lettre majuscule, et ça dit que cette lettre minuscule et une lettre majuscule, il y en a un ou plus. C'est ça que ça veut dire le plus qu'elle a. Je crois que c'est ça. Hein. Pas sûr à 100%, mais je crois que c'est ça. Voilà. Ça aurait été, il n'y aurait pas eu de plus, par exemple, bah, ça aurait été juste un seul caractère. Alors qu'avec le plus, ça fait un ou plus, ou beaucoup plus. Voilà. Donc la chaîne ChatGPT, voilà. Quand on fait un preg match, eh ben, on regarde si la chaîne correspond à une expression régulière donnée, donc qui contient uniquement des lettres. On commence par pattern. Attention à ne pas se tromper dans l'ordre. C'est pas la chaîne en premier, c'est le pattern en premier, et c'est la chaîne ensuite. Et si preg match, donc si il y a une correspondance entre la chaîne et l'expression régulière, alors la chaîne contient uniquement des lettres, sinon la chaîne contient d'autres caractères. Si par exemple là, on avait mis ChatGPT 8, ça aurait marqué la chaîne contient d'autres caractères. Et comme là, il n'y a que ChatGPT, mais il y a des minuscules et des majuscules, minuscules, majuscules, ça renvoie donc que des lettres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, gestion des sessions. Alors une session, ça permet d'enregistrer des variables sur votre serveur, à distance donc, et ça permet d'enregistrer les variables et les retenir sur les pages. Les sessions permettent de conserver des informations sur l'utilisateur entre plusieurs pages. C'est exact. C'est ça la vérité, parce que ça permet de... Par exemple, si vous avez un login et un mot de passe, eh bien, une fois que vous vous êtes connecté sur une page, eh bien, ça conserve le login et le mot de passe sur toutes les pages pendant une période donnée. Et une fois que c'est expiré, bah, il faut vous reconnecter. Vous savez, sur les sites, c'est souvent comme ça. Faut se reconnecter, des fois, c'est même en kikinant, des fois. Bah, c'est fait exprès, c'est pour sécuriser la connexion de la personne, pour pas qu'elle puisse, pas que quelqu'un d'autre puisse se connecter après elle si elle a oublié de se déconnecter, par exemple. Voilà. Donc, par quoi commence une session? Par session start. Ensuite, on met le nom de la variable entre crochets. Ça, c'est la clé de la variable associative session. Parce que session, en fait, c'est une variable associative qui contient des clés, par exemple user, etc., etc. Ça peut être X, ça peut être Y, ça peut être Z. Voilà. Et la clé user de la variable session au tableau associatif égale Alice. Et donc, quand vous faites ça, ça veut dire que ça met la valeur Alice dans la variable user de la session actuelle. Et ensuite, l'utilisateur de la session, de point Alice, c'est ce que ça va écrire. Et ensuite, quand vous irez dans d'autres pages, si vous n'oubliez pas la session start, bien sûr, faut pas l'oublier, session start, il faut toujours le mettre. Eh bien, si vous marquez session user de partout dans les autres pages, ça va écrire Alice tant que vous n'avez pas expiré. Voilà. Utilisation des cookies, bah, c'est un peu la même chose que les sessions. Set cookie, username, Alice, time plus 3600. Sauf que dans les cookies, il y a une expiration qui est donnée par défaut. Alors que dans les sessions, bah, l'expiration, il faut la gérer soi-même. Voilà, c'est la seule différence. Mais il y a quand même des expirations par défaut dans les sessions. Dans quoi déjà? Je me rappelle pas du nom. Il y a une configuration PHP, un PHP ini, voilà. Dans PHP ini, c'est la configuration de votre serveur. Eh bien, il y a une expiration de session par défaut. Ça peut être 1 heure, 2 heures, etc. ou 24 heures. Voilà. Alors que les cookies, bah, il faut les définir directement quand on les écrit. On écrit leur expiration ici avec time plus 3600, ça veut dire plus 1 heure. Donc, dans 1 heure, le cookie sera expiré et il sera plus valide. Et $espace cookie, donc là c'est $underscore session, là c'est $underscore cookie pour mémoriser l'username dans le cookie. Et ensuite le cookie, bah, il est sur votre client, il n'est pas sur le serveur, donc c'est quand même moins sécurisé. Donc quand vous mettez les données, par exemple le password sur le client, c'est pas très sécurisé, mais après il faut que votre client soit d'accord que son cookie soit sur le serveur, soit sur le client. Et s'il est d'accord, bah dans ce cas-là, c'est bon, vous avez le droit de mettre un cookie. Mais s'il n'est pas d'accord, il faut surtout pas mettre de cookies sur son ordinateur. Vous n'en avez pas le droit. Voilà. Les cookies permettent de stocker des informations côté client, ici,
un nom d'utilisateur et pas côté serveur. Côté serveur, c'est les sessions. Côté client, c'est les cookies. 15. Manipulation de fichiers. Alors, on a un fichier exemple.txt qu'on met dans file name. File put content de file name, bonjour tout le monde. Ça va écrire la chaîne de caractères bonjour le monde dans le fichier file name, donc dans exemple.txt. Donc si vous ouvrez exemple.txt sur votre serveur, vous allez voir bonjour le monde écrit dans ce fichier. Ensuite, quand vous faites content égale file get content avec un pluriel, n'oubliez pas le pluriel, file get content ou file put content. File get content, et attention, il y a des underscores entre chaque truc, c'est ça qu'il faut bien se rappeler. De file name, ça veut dire qu'on va prendre le contenu du file name et on va le mettre dans content. Donc dans ce cas-là, bonjour le monde va être dans content, dans le contenu. Et ensuite, si vous faites echo content, ça va écrire bonjour le monde. Voilà. Donc si vous aviez par exemple corrigé bonjour le monde dans le fichier en marquant file put content file name David par exemple, et que vous avez fait content, file get content de file name, vous avez fait echo content, ça aurait écrit David. Donc file put content, ça écrit dans le fichier, ça écrase le fichier, ça écrit la valeur, et file get content, ça prend la valeur du fichier. Voilà. Explication file put content écrit dans un fichier, et file get content enlise le contenu. Encodage et décodage JSON. Alors l'encodage JSON, ça permet d'encoder dans une chaîne de caractères avec un certain codage, mais compréhensible par les navigateurs et tout, dans le but de transcrire un tableau associatif, par exemple, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une variable, ça peut être un tableau associatif, ça peut être un tableau... je ne sais pas si on peut mettre les classes, peut-être qu'on peut mettre les classes, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr à 100%, je ne sais pas. En tout cas, les tableaux, ça marche en JSON. Je ne sais pas si on peut transmettre une classe JSON. Vous me direz en commentaire. Les experts, moi je ne sais pas. En tout cas, JSON encode de data, ça va encoder le tableau data dans une chaîne de caractères. Donc là, echo JSON, je l'avais mis ici. Heureusement, je me rappelle de l'URL. Voilà. Quand on écrit ce tableau dans un format JSON, ça ressemble à ça. Voilà. Nom de point du pont, virgule, prénom de point Jean. C'est une structure très connue par les JavaScript et tout. Ça permet d'encrypter les données qui sont en PHP ou en JavaScript dans un langage qui est connu par tout le monde. JSON, tout le monde connaît ce langage. C'est un langage universel. Et une fois qu'on l'a décodé, donc si on décode cette chaîne de caractères JSON qu'il y a là, eh bien, ça redonne un tableau qu'il y avait ici. Vous voyez? Parce que là, le tableau data qui est là, on l'encode dans le JSON. Ça donne une chaîne de caractères JSON qu'on lit ici et qu'on retrouve là. Mais ensuite, quand on décode JSON, true, et qu'on le met dans l'array, eh bien, le nouveau tableau qui est là, il va prendre cette valeur-là. C'est incroyable quand même. Il se décode et il reprend la valeur déclarative de base. Et du coup, quand on fait array nom, ça va écrire nom de pointe du pont. Voilà. C'est génial, hein? Ça marche comme ça. Ça permet de sauvegarder des données complexes dans un langage chaîne de caractères simple. Alors, validation d'adresse email, ça c'est une expression régulière, masquée en fait. Vous permet de regarder s'il y a un @ un .com ou un .fr, etc. S'il y a un @ et un point et un nom de domaine, voilà. Ça ne permet pas de vérifier si l'email est vraiment valide. Par exemple, si l'email s'appelle exemple 18 150 158 @gmail.com, ça va marquer l'adresse email est valide alors qu'elle n'est pas valide, quoi. Mais c'est pas grave, ça marque qu'elle est valide dans le format. En fait, c'est le format de l'email qui est valide. Mais c'est pas vraiment l'email en lui-même qui est valide. C'est le format. C'est déjà bien, hein? Voilà. Filter var. De filter validate email. Je crois que ça existe aussi pour les URL, ça existe pour les nombres, etc. etc. Donc il y a plein de filters. À vous de voir avec ChatGPT ce qu'il vous propose comme filter. Si vous voulez filtrer vos informations pour savoir quand c'est valide et quand c'est invalide, c'est parfait d'utiliser ce genre de truc. Il n'y a rien de tel.
Voilà. Redirection HTTP. Alors ça, c'est une redirection très simple. Ça permet de rediriger sur votre serveur sur une autre page. Excite, ça permet de quitter le point PHP, mais on n'est pas obligé de mettre Excite là, hein, puisque le point PHP, il est comme ça, header, et après, il y a directement la fin. Mais Excite, ça permet d'être sûr que ça quitte, quoi. Parce qu'en fait, le header, c'est l'entête du point PHP qui se redirige vers une autre entête, et après, ça quitte pour pas que ça mette de problème. Sinon, des fois, il peut y avoir des bugs. Voilà, donc c'est un header, ça permet de rediriger. Voilà. Ensuite, opérateur ternaire. Alors, c'est pour remplacer la condition. Donc, ça, je vais vous l'écrire ici. Je vais prendre le code, je vais le mettre ici. Alors, âge égale 20, résultat, âge supérieur égal à 18, point d'interrogation, adulte, 2 points, mineur. Alors, ça, c'est exactement égal. Alors, je vais faire slash étoile, étoile slash pour faire un commentaire. Et je vais vous écrire à quoi c'est égal. C'est égal à si âge supérieur ou égal à 18, alors résultat égale adulte, sinon, attendez, je vais mettre ça ici, c'est plus propre. Sinon, résultat égale mineur. Est-ce que vous avez compris l'intérêt? Je pense que vous avez compris tout de suite l'intérêt. Si résultat supérieur égal à 18, alors résultat égale adulte, sinon résultat égale mineur. Ça, c'est la structure IFEL que je vous ai montré au début du cours. Alors, je vous ai montré ça au début du cours. Et donc, H supérieur égal à 18, point d'interrogation adulte, 2 points mineurs. Ça veut dire que si H supérieur égal à 18, alors ça renvoie le résultat adulte. Sinon, ça renvoie le résultat mineur. C'est exactement ce qu'il y a dessous. Si H supérieur égal à 18, résultat égal à adulte, sinon résultat égal à mineur. C'est une formulation ternaire, opérateur ternaire, qui s'écrit en une seule ligne. C'est quand même plus clair de faire ça. C'est pas plus clair que la condition IFELD. Je trouve personnellement, j'utilise rarement ce truc-là, mais ça peut être pratique si on veut faire un truc rapidement, voilà, avec point d'interrogation. Voilà, ça peut être pratique. Donc, à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Ensuite, récupération des données via GET. Alors, via GET, alors ça, je vous explique. Dans une URL, on peut mettre des paramètres comme ça. Par exemple, nom égale, je sais pas moi, Dupont. Et. Alors, c'est, attention, c'est pas point d'interrogation, c'est et, prénom égale David, et âge égale 43. Vous voyez? C'est comme ça qu'on met les variables dans une URL. Point d'interrogation, nom égale Dupont, et prénom égale David, et âge égale 43. Faut surtout pas mettre de point d'interrogation ici, sinon ça va planter. Enfin, l'adresse URL ne plante pas, mais ça plante dans les PHP en tout cas. Le PHP, il s'y reconnaît plus si on fait ça. Alors que si on fait ça, il s'y reconnaît et il arrive à retrouver les variables et tout. Voilà. Donc, si on fait get de nom, bah là, ça renverrait bonjour Dupont, par exemple. Sinon, aucun nom fourni. Donc, dans l'URL, si par exemple là, dans l'URL, j'avais mis nom de égale Dupont, et bien là, ça aurait marqué aucun nom fourni. Parce que la clé nom n'existe pas dans l'URL. Là, la clé nom, c'est la clé nom 2 qui est ici. Donc là, c'est la clé nom 2, la clé prénom, la clé âge. C'est un tableau associatif, en fait. Get, c'est un tableau associatif de toutes les variables de l'URL. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ces exemples devraient fournir une bonne base pour présenter différents aspects de PHP à ton public. N'hésite pas à les adapter ou approfondir chacun d'eux pour correspondre au sujet que tu souhaites aborder sur ta chaîne Coder ChatGPT. J'espère que cette vidéo vous a fait grandement plaisir. Les bases auront marché. J'espère que cette vidéo va s'afficher j'espère que ma capture d'écran va s'afficher cette fois et que ça va marcher. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. Bye. Et bonne journée à tous et à toutes sur la chaîne David Coder ChatGPT. Bye.